Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre ce carnet de bord avec vous. J'ai pas du tout pris la caméra ces derniers temps, j'ai profité de mes proches et j'ai quand même avancé ma lecture en cours qui est La fille des Templiers, le tome 2 de Mireille Calmel. Hello you. Bref, je vous en reparle très vite, mais là je vais rentrer me reposer et je vous retrouve demain. Hello, aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui il fait pas très beau, donc il fait même plutôt froid, donc je ne suis pas dehors. Alors hier j'ai terminé le tome 1 de la saison des débutantes, donc Felicity l'intrépide de MC Beaton, et c'était trop bien. Je me suis régalée, j'ai trouvé ça trop drôle, trop fun, très rapide à lire. Donc ici on va suivre en fait les sœurs, comment elles s'appellent déjà, Tribble, je ne sais pas, Effie et Amy, qui sont de vieilles filles de l'aristocratie britannique, du coup de Londres, avec un hôtel particulier, etc. Sauf qu'elles sont complètement désargentées, elles n'ont plus aucun domestique, elles ont dû vendre des biens, des meubles, à peu près tout. Elles se partagent des morceaux de viande presque avariés, enfin vraiment c'est la misère. Et du coup elles décident de se trouver du travail pour remonter un petit peu la pente. Et c'est pour ça qu'elles vont en fait passer une annonce dans un journal qui propose leurs services comme chaperon et guide pour jeunes demoiselles qui souhaiteraient être parfaites pour la saison mondaine. Donc elles vont passer cette petite annonce et elles vont être appelées auprès d'une famille, la famille de Felicity, puisque sa mère est complètement désespérée. Elle trouve que sa fille est complètement incontrôlable et surtout elle a très peu d'espoir de la marier sans aide. Et donc du coup Felicity va se retrouver dans les mains des sœurs Tribble, et c'est très drôle. Alors ici il n'y a pas d'enquête, ce n'est pas un cozy murder, c'est plutôt un cozy victorien, j'ai envie de dire, parce que ici on est je pense sous l'ère victorienne. Il n'y a pas de date précise, mais en tout cas c'est tout ce dont ça fait penser. On est vraiment un peu dans le style des Bridgerton, avec une saison mondaine, avec des personnages, avec des problématiques amoureuses, de la haute société, avec des convenances, plein de choses, des codes de conduite, des domestiques, etc. Et c'est surtout très drôle. Alors ça se lit super bien, c'est aussi dynamique que MC Beaton nous habituait dans les précédentes sagas. Et ouais, je me suis régalée, je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça pétillant, voilà, comme lecture, franchement c'est le mot, voilà, c'est très pétillant. C'est drôle, c'est burlesque, voilà, c'est très sympa. Donc j'ai terminé ça hier soir et je commence le tome 2. Voilà, puisque j'enchaîne ces deux lectures. Comme vous le savez, avec Florence, on organise un événement autour de MC Beaton avec les éditions Albin Michel le 3 juin à Paris. Malheureusement, les inscriptions sont déjà closes à cette heure-ci, et donc vous ne pouvez plus vous inscrire, mais vous pouvez suivre notre événement sur les réseaux sociaux. On va en parler au fur et à mesure du temps. Bref, donc c'est pour ça que je lis cette saga en lecture commune avec vous sur Instagram cette semaine. Et donc j'enchaîne avec le tome 2 qui est Fiona la rebelle. C'est un peu dans la même dynamique. À la fin du tome 1 de Felicity l'intrépide, on nous introduit un petit peu Fiona. Donc on sait à peu près que ça va être la même limonade. Une jeune fille qui va se retrouver dans les mains des sœurs Tribble et... je ne sais pas. Voilà, à suivre. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Ça se lit, j'imagine, tout aussi facilement. Il fait 275 pages.
Enfin, ça va se lire très bien et très vite pour le week-end. Et puis ensuite on verra ce que je lis. Je m'adapte aussi à Florence parce qu'on a plein de lectures communes là ce mois-ci. Et donc du coup on a un peu changé nos plans. Voilà, donc pour l'instant je vous parle juste de celui-ci. Sinon en audio j'ai mis de côté non mais je fais n'importe quoi en audio. J'ai mis de côté ma lecture audio Next Story de Olivier Ball, parce qu'en fait j'ai eu le renouvellement de mon abonnement et ça m'a mis en pause le truc, donc j'en ai commencé un autre le temps que mon abonnement se renouvelle sur Next Story. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé un autre livre audio sur Audible et il s'agit de La fille de l'ogre de Catherine Bardon aux éditions Les Escales. Donc c'est son dernier roman qui est sorti pour la rentrée littéraire de septembre. Je l'avais fait dédicacer à Brive, ouais, à Brive, par Catherine Bardon. Et du coup Catherine Bardon c'est l'autrice des Déracinés. Je sais pas si vous connaissez la saga des Déracinés. Moi j'avais lu les 2 premiers tomes, Les Déracinés et L'Américaine. J'ai la suite dans ma palle mais je ne l'ai pas encore lu. Alors pourquoi j'écoute ce livre audio? Alors déjà parce que j'avais envie d'un truc historique, donc ça c'était pas si mal. Ici on va en fait suivre la fille de Trujillo, qui s'appelle Flor de Oro. C'est l'histoire vraie de sa fille, qui est un personnage complètement effacé ou inconnu de l'histoire. Moi en l'occurrence je ne la connaissais pas. Et en fait ici Catherine Bardon prend la voix de Flor de Oro et vraiment nous raconte sa vie depuis sa petite enfance, son adolescence, sa venue en France, la montée au pouvoir de son père, comment elle en tant que fille elle l'a vu, elle l'a ressenti, elle l'a vécu, et puis il y a tout cet environnement politique, économique assez intéressant. Donc du coup voilà, lui ai écouté 73 pages. Alors c'est assez dense hein, je vous avoue. Donc le marque-page déjà est très beau puisque c'est donc Flor de Oro. Donc c'est assez dense, il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est vraiment un roman historique. Donc je l'écoute doucement on va dire, mais ça s'écoute bien, enfin je veux dire c'est quand même très intéressant. Et je suis ravie d'en savoir plus. J'aime beaucoup la plume de Catherine Bardon, j'avais un très bon souvenir de sa plume. Et effectivement ici ça vient me le confirmer. Voilà, tout ça pour vous dire que cet après-midi, je rencontre Catherine Bardon à la librairie Cultura de Montsartou, pas de Montsartou, de Mandelieu, pardon. Et parce qu'elle vient pour une dédicace de 14h à 17h ce samedi, donc j'ai rien à lui faire dédicacer, mais je vais aller lui faire un petit coucou puisqu'en fait je suis un petit peu l'entremetteuse entre les maisons d'édition, l'autrice et Cultura pour cette dédicace, puisque c'est moi qui les ai mis en relation, donc je suis très contente et j'espère qu'elle va pouvoir rencontrer pas mal de lecteurs cet après-midi. En tout cas, je vais passer lui faire un petit coucou et je voulais démarrer cette lecture pour échanger un petit peu avec elle aussi sur place. C'est pour ça que j'ai choisi cette lecture audio cette semaine. Bon, de toute façon, je vous en reparle très vite. Voilà, je suis désolée pour le bruit de ma machine à laver derrière et pour mon nez rouge. J'ai pris un petit coup de soleil sur le nez hier. Oups. Mais voilà, c'était ma pause déj. Là, il est 13h15, donc je vais peut-être lire un chapitre ou deux de Fiona la rebelle. Et voilà, et je reviens vous parler plus tard. De prendre ces quelques minutes pour échanger avec moi à Cultura. On a eu la chance de vous recevoir aujourd'hui à Cultura de Mandelieu, grâce à l'équipe des Papoteuses notamment. Alors Catherine, vous êtes connue pour notamment cette saga historique, Les Déracinés, que moi j'ai lu il y a un certain temps déjà, pas encore terminée, parce que d'ailleurs il me manque le tome 4. Les Déracinés, c'est une fresque familiale qui se passe à la Seconde Guerre mondiale, qui est en fait une famille qui va partir de l'Europe de l'Est de l'Ouest pour aller en République dominicaine et y refaire sa vie, leur vie de famille. C'est plein de rencontres, d'embûches, d'aventures et de génération en génération on va suivre vos personnages. Ça c'est une saga très connue qu'on retrouve déjà chez Pocket mais qui a été d'abord publiée chez Les Escales. Mais ce qui nous intéresse surtout c'est votre tout dernier roman, La fille de l'ogre, qui est sorti cette année en 2022.
qui est sorti en Oui. 2022, à rentrée littéraire, si je dis pas de bêtises, et qui n'a rien à voir finalement avec cette saga familiale sur laquelle on vous connaît. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous faire un petit récap sur Oui, l'histoire? alors, rien à voir et tout à voir, puisque ça se passe en Quand République même. dominicaine. Donc, La fille de l'ogre, c'est l'histoire de Flor de Oro, qui est la fille du dictateur Trujillo, le même dictateur d'ailleurs qui a voulu l'implantation de la colonie juive Qu'on retrouve en République dans dominicaine, votre qu'on saga. retrouve dans la saga. Et donc là, c'est une biographie romancée qui raconte la vie de cette petite fille qui naît dans la campagne dominicaine en 1915. On va la suivre tout au long de sa vie et on va suivre en creux toute l'évolution de la dictature, c'est-à-dire la montée en puissance de son père qui devient le chef de l'armée dominicaine, puis à la suite d'un coup d'État, le président de la République dominicaine et qui va régner pendant 31 ans sur le pays. Donc, ce qui m'a intéressé dans cet itinéraire, c'était d'explorer en fait la construction ou la non-construction d'une femme qui est finalement la fille d'un monstre et comment elle va vivre toute sa vie sous l'emprise de ce père qui est un père complètement dysfonctionnel et qui en plus maintient sous son joug le peuple dominicain. Donc en creux, on a aussi une histoire de la dictature dominicaine de 1930 à 1961. Sans être un roman politique, on est d'accord, ici c'est vraiment sa fille, Flor de Oro, qu'on va suivre, que vous mettez en lumière. Moi j'ai trouvé d'ailleurs que cette jeune fille au début extrêmement touchante parce que en fait ça pourrait être comme vous et moi, puisqu'à la base elle naît dans une famille plutôt populaire dans cette campagne finalement dominicaine pour se voir complètement larguée dans un monde de paillettes qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, ce qui la rend extrêmement touchante. Et cette jeune fille, comment vous l'êtes appropriée dans l'écriture de ce roman? À la base, c'est un personnage que vous connaissiez et qui vous avait également touché, ou vous l'avez découverte à travers vos recherches? La connaître, non, c'était compliqué. Elle est décédée dans fin des années 70, donc je ne l'ai croisée que par les photos, par des recherches sur Internet, notamment beaucoup de photos, par les lettres à son père, par des articles de presse, par quelques bribes que j'ai pu trouver aussi dans des romans là, qui concernaient plutôt son père ou son premier mari, Rubirosa. Donc c'est quelqu'un d'assez discret finalement et que j'ai eu du mal à cerner. Mais petit à petit, le portrait s'est dessiné au fil de toutes les découvertes que j'ai pu faire dans les archives. Et oui, je me suis attachée à elle et je l'ai suivie pas à pas de son enfance, son adolescence, son âge de femme, son âge mûr et tous les méandres de sa vie qui est une vie finalement complexe et un peu dramatique, il faut bien le dire. Un petit peu, oui, c'est vrai. Et en fait, pourquoi cet aspect finalement de la fille de cet homme plutôt que d'écrire sur l'homme? C'était vraiment le côté féminin qui était intéressant et peut-être le personnage de la femme bafouette de l'époque qui vous a intéressé, parce que cet homme-là finalement, sans même vous l'accablez pas plus que ça, il a déjà bien assez, l'histoire l'accable de par les faits qui ont été faits et réalisés et réécrits et à l'infini. Mais cette jeune fille finalement on la redécouvre, on la découvre pour certains. Moi je la connaissais pas du tout, on connaît que Trujillo finalement et pas du tout Flor de Oro. Et est-ce que c'est un homme que vous avez aussi redécouvert par l'écriture de ce roman? Oui, il est quand même très présent encore dans les mémoires du pays et il est aussi présent à travers la littérature, notamment La Fête au bouc de Vargas Llosa. Mais il y a eu des films, des séries en Amérique latine sur lui. Ça a été un homme d'État puissant. Et donc mon objectif c'était pas du tout de refaire l'histoire ou un travail d'historien sur cet homme-là. En revanche, ce qui m'intéressait c'était de parler de cet enfant, puisque c'est vraiment son itinéraire de femme qui va traverser le siècle, qui va vivre sous emprise. Alors les femmes sous emprise, c'est un sujet un petit peu à la mode, mais celle-là pour le coup on la connaissait pas, et c'est vrai qu'elle va vivre sous presque une triple emprise, c'est-à-dire
l'emprise de son père, dont elle va chercher l'amour toute sa vie, l'emprise d'un dictateur qui a servi son peuple et elle est aussi citoyenne de ce pays, et l'emprise de son premier amour, c'est Porfirio Rubirosa, le fameux gentleman playboy qui, dit-on, a donné lieu a inspiré Ian Fleming pour son personnage de James Bond. Donc l'emprise de ce premier amour qu'elle va épouser à l'âge de 17 ans et qui finalement en filigrane va la suivre toute sa vie. Quelle histoire. En tout cas, nous, on vous recommande La fille de l'ogre qui est encore disponible chez Les Escales. Est-ce qu'on pourrait vous poser la question qui est quel est votre roman préféré à vous, Catherine Bardon, en dehors de la littérature finalement dominicaine? Est-ce que vous avez un livre qui vous hante en tant qu'autrice et en tant que lectrice? J'aime bien les grands romans avec beaucoup de souffle. Donc, un de mes romans préférés, c'est Légendes d'automne. Parce que effectivement, on a une histoire avec des personnages très très prenants et une histoire au long cours. Et on va suivre les membres de cette famille pendant quasiment toute leur vie. J'aime beaucoup ce genre de roman. J'aime bien aussi La ferme africaine de Karen Blixen. C'est voilà, ce genre de grande épopée qui raconte des vies vraies ou qui pourraient être vraies et qui nous font voyager également dans des continents qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est agréable. Ce qu'on retrouve aussi dans votre roman, finalement, cette inspiration des fresques familiales, des grands espaces, et un peu de romanesque et de romantisme de par les personnages, leur identité et leur personnalité. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur votre prochain roman ou c'est top secret ? C'est un peu top secret, donc je vais vous donner juste un tout petit indice qui ne vous étonnera pas. Ça se passe en République dominicaine, principalement. Alors on restera dans l'univers de la République dominicaine et c'est que mieux parce que moi j'adore. J'ai été d'ailleurs quand j'étais adolescente et j'ai gardé un très bon souvenir de ce pays que je connais plus de par vos romans finalement que de par mon voyage où je n'ai fait que de la plage comme tout bon touriste que j'étais. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis pour retrouver les livres, bien sûr, dans ma barre d'infos et tous les liens vers les maisons d'édition pour les retrouver ou en librairie, vous pouvez les acheter également. Aujourd'hui, on est dimanche et mon chéri vient de partir. Je suis donc toute seule à la maison, je viens de passer l'aspirateur, de faire un peu mon ménage et ranger ma maison. Je me pose enfin pour lire et j'ai terminé le tome 2 de la saison et débutante de MC Beaton et je m'apprête à commencer une nouvelle lecture qui n'était pas prévue au programme, comme d'hab. Donc c'est avec ce Tea Time Cozy Crime qui a débordé mais très mignon que je commence cette lecture, donc Highland Fling de Nancy Mitford, avec Florence Flowen Books. C'est un vieux livre que j'avais trouvé d'occasion il y a quelques temps, suite à ma première lecture des Sœurs Mitford. Et du coup, c'est un livre d'occasion bien vieillot, bien jauni, qui sent le vieux, mais il est en bon état. Et voilà, il était dans ma palle et avec Florence, on a essayé de le lire aujourd'hui. Voilà, il est pas très long, il fait 200 et quelques pages, je crois, voilà, 228, 230 pages. Je sais pas trop de quoi ça parle, sauf que je sais que je reste dans l'ambiance un petit peu, disons, victorienne. Surtout que je viens de terminer donc les MC Beaton et que en plus j'ai regardé la saison des Bridgerton avec la reine Charlotte. Et donc du coup je suis vraiment dans l'ambiance. Bref, j'ai choisi ce petit marque-page floral printanier pour aller avec ma lecture. On est un peu dans le même code couleur que la couverture. Voilà, j'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais là j'avoue que j'ai envie de me poser, de manger mes petits œufs en sucre avec mon thé et mettre à ma lecture en ce dimanche après-midi. Bon, finalement je me suis dit autant faire ça maintenant, comme ça c'est fait et lire après. Très bon ce thé. Alors,
plein de choses à vous dire. Vous avez laissé vendredi avec Catherine Bardon du coup que j'ai rencontrée à Cultura, c'était super bien, on a pu échanger un petit peu. J'ai filmé une petite interview, je sais pas si je vous la mettrai en entier quand je filme cette séquence, je verrai ça au rush de montage donc si jamais vous avez vu cette petite interview, j'espère que ça vous a plu. En tout cas l'exercice était assez difficile je trouve pour l'autrice comme pour moi parce que c'était absolument pas préparé et mais c'était intéressant de pouvoir échanger toutes les deux sur sa dernière parution, pardon j'ai eu un bug, qui est La fille de l'ogre, du coup dont je vous ai déjà parlé, qui parle de la fille de Trujillo, donc de cette fille, enfin c'est la vie de ce dictateur vu par les yeux de sa fille et que je suis en train d'écouter sur Audible et que j'aime beaucoup. J'ai écouté peut-être un tiers pour l'instant, c'est assez dense, mais c'est très intéressant. Et donc du coup, voilà, c'était chouette de pouvoir échanger avec elle. Du coup, je me suis fait dédicacer le dernier tome de la saga des Déracinés, parce qu'en fait, je l'avais pas. Donc un Invincible été, et elle me l'a évidemment gentiment dédicacé. Voilà, donc je suis un petit peu aussi à la bourre sur cette saga puisque je n'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai acheté le 3 à Brive qui est dans ma palle en poche et là du coup le 4 aussi. Donc alors ils sont un peu moins longs que le tome 1 et 2 si je dis pas de bêtises, mais bon quand bien même il faudrait que je les avance. Donc voilà, j'ai acheté maintenant le 2, le 3 et le 4 qui sont dans ma pile à lire. Et voilà, c'était une chouette rencontre, c'était un chouette moment. En plus, il y avait Manuela de Cultura qui était là aussi pour nous recevoir. Donc on a passé un bon moment, on a pris un petit café et tout. C'était très chouette et très privilégié. Donc merci à Cultura encore une fois d'organiser ce genre de rencontres. Voilà, c'est tout ce que j'avais pris en fait. J'étais vraiment venue que pour ça. Ensuite, comme vous l'avez vu ou pas, le samedi, donc hier, j'ai organisé donc une rencontre avec Valentin Musso à la librairie Art et Livre grâce à Olivier que je remercie beaucoup. Et donc c'était très très chouette parce que pendant 45 minutes on a échangé, j'avais préparé donc bien sûr là à ce moment-là, j'avais préparé mon interview, on a échangé avec Valentin sur ces deux derniers romans et notamment sa dernière parution et donc il m'a dédicacé ces 2 derniers livres que j'avais lus, donc L'Homme du Grand Hôtel que j'avais lu sur liseuse. Alors je le voulais en poche, finalement il n'est pas encore sorti, donc c'est pas grave, je l'ai pris en grand. J'aime beaucoup aussi. Donc celui-là, je l'ai lu le mois dernier, donc il compte pour mes lectures de avril. Et je me suis fait dédicacer le tout dernier dans mon obscurité qui est sorti chez Seuil. Donc merci à Valentin déjà pour cet échange et ces 2 bébés qui viennent rejoindre ma bibliothèque. Ils sont très beaux en plus, je suis très contente. Et en fait, pour la petite anecdote, on était paru dans le journal. Donc Olivier, le propriétaire de la librairie, m'a fait une copie. Donc il y avait un petit encart avec écrit que il y avait un événement autour de Valentin et que c'était animé par moi. Du coup, je trouve ça trop mignon. Alors je vais garder cette petite copie, cette petite coupure de journal dans mon livre en souvenir, voilà, dans ma bibliothèque. Je trouve que c'est un petit clin d'œil. Si un jour je réouvre mes livres d'ici 10 ans ou 20 ans, j'aurai le petit encart souvenir à l'intérieur. Donc du coup voilà, c'était l'échange que j'ai eu avec Valentin a été vraiment cool. On a parlé principalement de son dernier, donc Dans mon obscurité. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas refaire l'interview, mais c'est vrai que c'était chouette. Il y avait une 40aine de personnes qui étaient présentes. L'échange était cool, le lieu est évidemment génial. Donc voilà, moi j'ai passé un super moment. Je suis restée de 15h à 18h, donc c'était vraiment pas prévu que je reste autant, mais c'était trop bien. Et donc du coup voilà, ça c'était au niveau de... Oui, il y a une petite mouche qui tourne. C'était au niveau des livres de Valentin. Du coup, Olivier m'a proposé aussi de récupérer l'épreuve non corrigée du dernier Franck Tillet, La Faille, parce qu'en fait il va y avoir aussi une rencontre autour de Franck Tillet dans sa librairie en juin. Et du coup, c'est vrai qu'à la base il m'avait proposé de l'animer, mais j'avoue que je n'étais pas assez connaisseuse de Franck Tillet pour pouvoir avoir les épaules, disons, de faire cette interview. Et donc du coup il m'a généreusement donné son épreuve non corrigée. Donc si j'arrive à la lire avant l'intervention de l'auteur, je viendrai en tant que lectrice simplement et je me ferai dédicacer peut-être celui-ci. Alors je sais que c'est une suite, mais on peut les lire quand même assez séparément et j'aimerais bien retenter Franck Tillet, voilà, juste
Je sais pas, j'hésite, j'ai un peu peur, j'en sais rien trop à quoi m'attendre, mais voilà. Donc La Faille, je sais pas si ça paraît le 4 mai, donc ça y est, c'est déjà paru. Vous l'avez peut-être déjà entre vos mains. Mais moi, voilà, j'ai lu très peu de Franck Tillier, hein, donc c'était il y a longtemps et j'ai lu notamment Vertige, qui m'avait un peu traumatisée. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Voilà, je suis dans le flou. Si un jour je me lance et que je lis celui-ci, je vous en reparlerai évidemment. Voilà, ça c'était en gros ce qui était un peu attendu. Et sinon, je me suis acheté un livre, parce que j'en ai pas, qui va vraiment pas vous surprendre, mais que je compte terminer. C'est le tome 6 de la série Blackwater, en fait, Pluie. Parce que là, je vais lire le tome 5 durant le mois de mai, pour le mois de la saga, et j'aimerais bien peut-être lire le tome 5 et 6, parce que je voudrais vraiment finir Blackwater. Or, je n'avais pas le 6 dans ma palle, mais voilà, mais cette couve, elle est dingue. Comme tous les autres tomes, mais j'avoue que... trop drôle avec le cercueil. Voilà, donc ça c'était un achat non raisonné, non raisonnable, mais voilà, que j'ai fait quand même. Donc au final, ça c'est mes derniers livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque. C'est 48 dernières heures. J'en ai déjà lu 2, donc ça marche, ça compte pas. Sinon, j'ai terminé donc le tome 2 de la saison et débutante de Felicity l'intrépide. Je suis passée à Fiona la rebelle de MC Beaton aux éditions Albin Michel, qui est d'ores et déjà disponible. Alors dans cette saga, finalement, on va avoir ces jeunes filles un petit peu difficiles qui arrivent chez les sœurs Tribble pour être cadrées, recadrées, redressées, domptées par les moyens les plus propres et les plus dignes de la haute société londonienne. Et donc du coup, sur le premier tome, on va suivre Felicity, et là on va suivre Fiona, qui sont quand même deux jeunes filles assez différentes, c'est ce que j'ai trouvé appréciable. Les sœurs Tribble sont vraiment à tordre de rire, franchement en fait c'est leur fratrie et leurs anecdotes qui sont tordantes, moi je les trouve trop drôles. Et donc ici, voilà, on va avoir encore une jeune fille qui n'est pas des plus faciles, alors que elle a tout pour plaire, et donc elle va se retrouver entre les mains des sœurs Tribble, et... le but étant de la marier convenablement, au mieux possible, avec les difficultés qui se présentent. Et bien sûr, je ne vous révélerai pas davantage, mais c'est très très drôle. Alors encore une fois, cette saga n'est pas un cozy crime, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de cadavre dedans. C'est vraiment l'histoire de la société londonienne en fait. Ça ressemble un peu aux chroniques de Bond Street, avec l'humour et je dirais la légèreté de Lady Rose. Et donc du coup c'est un mix entre les chroniques de Bond Street et Lady Rose. Et je trouvais ça très très bien. Franchement moi je me régale. J'ai presque envie de lire la suite déjà, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y aura 6 tomes à cette saga là. Et le tome 3... non, ça c'est Chroniques de Bond Street, les enquêtes de Hamish. La saison débutante... ah bon, on n'a pas le titre, J'ai donc... tac tac tac, il y a 33 tomes pour l'instant de chez Agatha Raisin. Les enquêtes d'Hamish Macbeth, il y en a 18. Les enquêtes de Lady Rose, il y en a 4. Et les chroniques de Bond Street, il y a 3 tomes doubles. Mais ça, je crois que c'est terminé, il me semble. Donc voilà, donc j'ai encore plein de MC Beaton à découvrir. Mais celui-ci m'a ravie, en tout cas, j'ai bien rigolé. Je trouvais ça très, très léger, très tordant, vraiment facile. Et encore une fois, ça fait partie du coup de notre aventure MC Beaton que nous réalisons avec Florence pour le compte de Albin Michel. Puisque nous organisons l'événement du book club de MC Beaton le 3 juin, je vais dire le 6 juin mais non, le 3 juin à Paris, et les inscriptions sont d'ores et déjà terminées. Vous avez déjà reçu vos invitations ou vos confirmations par mail. Voilà, là je crois que c'est tout. Du coup ce que je fais c'est que je vais démarrer ça. Ouh là là, trop de livres me fait éternuer. Je vais démarrer ça en ce dimanche, tranquillement. Là il est pas tard, il est... 2h40, donc c'est très bien. J'ai l'après-midi devant moi.
Faudrait que je fasse un petit peu de repassage aussi en fin de journée. Mais pour l'instant, tant qu'il fait encore un peu lumineux dans la maison, je prends mon thé, je vais m'allonger sur mon canapé et je vais découvrir ce Nancy Mitford. Ce qui m'a fait penser aussi hier que j'ai bien envie de terminer aussi, enfin de me mettre à jour sur la saga des Sœurs Mitford. Donc, puisque j'ai encore le tome 4 à lire, les Sœurs Mitford en quête. La suite n'est pas encore parue en France. Je crois qu'il y a 6 tomes, mais il n'y a que les 4 premiers qui sont parus en France chez les éditions La Martinière. Et ils sont sortis en poche aussi, il me semble, chez le livre de poche. Et j'ai le tome 4 que je n'ai jamais lu encore et que j'avais beaucoup aimé en fait, cette saga, les Sœurs Mitford. Donc beaucoup de Cozy Mystery encore à rattraper. Hein. Voilà. Je sais qu'il y en a que c'est pas... J'ai encore beaucoup de choses qui m'attendent, mais il semblerait qu'il faudrait prioriser. Et en ce moment, je fais un peu n'importe quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi et je viens conclure ce carnet de bord. Finalement hier je vous laissais sur une petite introduction sur ma nouvelle lecture Nancy Mitford, Island Flings. Et en fait je n'ai lu que 40 pages parce que j'ai pas trop accroché. Mais je pense simplement que je suis pas du tout dans ce mood là pour cette lecture. J'ai pas envie de lire ça en fait maintenant. Je pense que j'ai aussi envie de me sortir un petit peu de l'ère victorienne parce que là entre les deux MC Beaton que je viens de lire plus la série de Bridgerton que j'ai regardé, enfin c'est un peu trop pareil. Du coup je sais pas, là c'est pas désagréable, j'aime bien, je pense que j'aime bien, mais je pense que j'aimerais mieux à un autre moment. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, si je la reprends cette lecture après, ou si je recommencerai plus tard, ou si je la remets dans ma pile à lire, j'en ai aucune idée. En tout cas hier soir j'étais donc toute seule chez moi. J'ai regardé un film de filles sur Netflix, vraiment le truc... un truc italien sur la villa de je sais pas quoi, enfin un film Netflix quoi, de filles, avec ma petite manicure, avec ma tisane et mes chats. Donc c'était un gros cliché hier soir, mais voilà, mais c'était cool. Et du coup par contre en allant me coucher j'ai pas pris Island Flings, j'ai pris un autre livre et je crois que ça va me plaire un peu plus cette semaine. J'ai pris le tome 4 des McCoy de Alexiane Thiel, aux éditions Hugo Poche. Et là j'ai lu déjà 70 pages. Alors c'est un beaucoup plus gros livre, donc forcément c'est beaucoup moins représentatif. Mais ouais, j'ai lu 70 pages juste en me couchant en fait. Et donc du coup je sais très bien que les McCoy ça se dévore. Les McCoy, si vous ne connaissez pas, c'est une saga qui se passe de nos jours en Écosse. C'est une saga un peu romantique. Avec différents personnages qui appartiennent plus ou moins à la même famille, au même clan. Et en fait ce sont des guerres de clans, des guerres de... enfin, comment dire, c'est difficile de pas spoiler une saga. Dans le tome 1, on va suivre une jeune fille en fait qui s'appelle Phèdre, qui est française je crois, et qui va se retrouver en Écosse pour un voyage EF. Et en fait elle va se retrouver dans une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, elle va se faire des copains, elle va sortir, etc. Jusqu'au jour où elle va mettre le doigt dans l'engrenage des règlements de compte claniques. Et en fait elle va se rendre compte que peut-être qu'elle n'est pas
là par hasard, qu'elle est peut-être pas dans cette famille par hasard, qu'elle est peut-être pas arrivée à ce moment-là par hasard non plus, et qu'il y a des mystères qui entourent son passé, qui entourent son père, qui entourent sa famille, son éducation et plein d'autres choses. Et donc on va vite se rendre compte que Phèdre est un personnage important dans le paysage clanique de nos jours, quand bien même tout ça serait un petit peu caché parce que soi-disant les guerres de clans n'existent plus, mais en réalité oui, et c'est un peu des genres de mafia entre les différents clans, les différentes familles. Il y a évidemment des tensions romantiques. Alors c'est pas non plus Hadès et Perséphone, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus soft et beaucoup plus romantique que érotique. Il n'y a pas tant d'érotique que ça de mémoire, enfin beaucoup moins que dans Hadès et Perséphone par exemple. Mais ça fait partie des romances quand même. Mais voilà, franchement ici il y a c'est une vraie aventure, il y a un vrai paysage économique, politique, avec des stratégies, avec voilà, des courses-poursuites, des guerres, des machins, et il se passe des choses, c'est pas juste des relations amoureuses quoi. Donc moi j'aime beaucoup cette saga, j'en suis là donc au tome 4, et je n'ai pas la suite. Je crois qu'il y a déjà les 6 tomes qui sont sortis, et je crois que ça s'arrête là. Mais moi je n'ai pas la suite. Non, je ne crois pas. Je sais que j'ai hésité à l'acheter à un moment donné, mais parce que je voulais continuer la saga. Mais je ne l'ai pas. Il faudrait que je m'achète le tome 5. Bref, ici donc dans ce tome 4, on va suivre Annabelle et Declan. Parce que ici c'est la biche et le limier. Et en fait, chaque personnage de clan a des surnoms. Et la biche, c'est Annabelle et le limier, c'est Declan. Et du coup, ce tome est consacré à ces 2 personnages. Voilà, donc je retrouve l'univers d'Alexiane Thiel. J'aime beaucoup l'Écosse, j'aime beaucoup... on rentre tout de suite dans les manigances politiques, hein, dès le premier chapitre dans ce tome 4. Par contre, clairement, vous ne pouvez pas les lire dans le désordre, sans les lire dans l'ordre. Vraiment, 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 je vous recommande le premier qui est L'Ogre et le Tartan, si je dis pas de bêtises. Le tome 1. Vraiment, il faut les lire dans l'ordre, sinon vous ne comprendrez rien. Par contre, au début, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un résumé des tomes précédents. Donc ça, c'est cool, vous avez 2-3 pages qui vous résument où on en est. Donc moi qui n'en lis qu'un par an à peu près, j'étais bien contente d'avoir ce petit récap pour ne pas me perdre. Voilà, en soi, ça va être ma lecture, je pense, de ce début de semaine, sachant que demain, j'ai quand même une lecture commune avec Florence et d'autres personnes sur un Cozy Mystery, donc il n'est pas impossible que je jongle entre les 2 lectures. Et puis en fin de semaine, on verra bien, parce que je sais pas trop comment ça va s'articuler ma fin de semaine niveau boulot, et aussi quand est-ce que je vais partir à Paris pour le travail, donc... plein de points d'interrogation sur la suite. En tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures.